Vous avez adoré la dernière vidéo sur Charles Aloncle, vous m'avez demandé une suite, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va analyser ces techniques d'interrogatoire et on commence tout de suite avec cet extrait. Vous savez, en juillet dernier, Patrick Cohen et Thomas Legrand ont été filmés dans une brasserie parisienne aux côtés de deux cadres du Parti Socialiste par des journalistes de l'Incorrect. Dans cette séquence, il y avait notamment des éléments politiques et des faits politiques sensibles qui ont été révélés, notamment le soutien du Parti Socialiste à Raphaël Glucksmann pour l'élection présidentielle de 2027 et des discussions stratégiques aussi concernant les élections municipales à Paris, notamment contre Rachida Dati. Il y a nombreuses personnes auditionnées ici qui se sont émues de ces méthodes, qui ont accusé tantôt une barbouzerie, parfois un complot, mais surtout aussi un véritable danger pour le journalisme et pour le respect de la vie privée. Première chose que je veux que vous remarquiez ici, il ne se contente pas de poser des questions. Il commence par placer le décor et, quelque part, à conditionner vous qui regardez et également la personne qui est interrogée. Et ça, on va y revenir, mais c'est très important, je veux que vous le notiez déjà. Madame Lucet, vous utilisez, ça a déjà été dit, mais dans nombre de vos enquêtes, des procédés comparables. Des caméras cachées, des enregistrements à l'insu des personnes, des interpellations directes aussi, jusqu'au domicile des individus pour obtenir des réponses. Il y a à peine quelques mois, vous déclariez sur vos réseaux sociaux, dans une vidéo, je vous cite, si le sujet est d'intérêt général, que tout ce que je veux obtenir grâce à la caméra cachée ou à mon enregistrement téléphonique, ça donne véritablement des informations à vous, là j'ai le droit d'utiliser une caméra cachée. Dites-vous une chose, c'est que quand il avance comme ça, il ne fait pas les choses par hasard. Il n'y a pas des trucs qui ne servent à rien en fait. Donc là, ce que vous venez d'entendre, c'est utile. Il pose quelque chose en fait. Il établit que, regardez, vous, Madame Élise Lucet, quand vous travaillez, vos méthodes, c'est comme ça. Vous avez dit que vous travaillez comme ça et que vous aviez besoin de faire comme ça. Donc, c'est quelque chose que vous faites. C'est posé ici. Donc, vous l'avez entendu. C'est pas quelque chose qui va être contredit ou débattu. Et ça va servir ensuite à vous forger votre opinion. Il pose un élément et ensuite, on verra quelle question il va poser à Élise Lucet. Mais vous, quand vous allez entendre la question, vous allez mettre les deux choses en rapport. Est-ce que, ma question est simple, est-ce que vous condamnez la méthode employée par les journalistes de l'Incorrect dans cette affaire Patrick Cohen et Thomas Legrand? Voilà, on y arrive. On voit sa stratégie se dessiner sous nos yeux. Donc là, il demande à Élise Lucet si elle condamne les techniques de travail de ses confrères, puisque ce sont également des journalistes, tout en ayant établi que elle avait les mêmes techniques de travail. Donc vous voyez, c'est très fort parce qu'en fait, elle n'a pas encore répondu à la question, mais vous avez déjà entendu toute cette mise en situation et à ce stade, en fait, vous vous dites déjà, bah ouais, en fait, elle ne peut pas condamner, elle est tenue par la logique, ou si elle condamne, eh bien, c'est abusé. Monsieur le rapporteur, petite précision, non, on ne va jamais devant le domicile des personnes qu'on veut interviewer. On va dans des réunions publiques, on va devant des sièges d'entreprises parfois, et encore rarement, on va dans des assemblées générales d'actionnaires. Mais non, non, on ne va pas devant le domicile. Hop, 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 hop. Elle n'est pas si mauvaise que ça, Élise Lucet. J'ai dit tout à l'heure qu'il avait posé son argument que ça n'allait pas être contredit ou débattu. Elle a quand même le réflexe, en fait, elle n'a pas envie d'être associée, en fait, elle n'a pas envie qu'on fasse un parallèle entre elle et les gens qui ont piégé Legrand et compagnie dans le café. Donc ce qu'elle fait, c'est qu'elle va revenir et démonter cet argument en disant, bah non, nous, en fait, on fait pas exactement ça, en fait. On va pas devant le domicile des gens, on va pas dans leur vie privée, on va que dans des endroits, en fait, où, voilà, c'est un peu de la prise de parole publique, le siège de leur société, l'assemblée générale de je sais pas quoi. Donc nous, on fait pas ça. Vous expliquez que parmi vos méthodes, vous n'employez jamais, par exemple, des méthodes pour aller jusqu'au domicile des personnes. Pourtant, lors de votre cache investigation sur LVMH, vous êtes allé devant le domicile de Nicolas Puech en Suisse. Vous avez même interrogé la femme de ménage qui s'y trouvait. Donc vous nous expliquez que c'est pas des méthodes que vous employez. Pourtant, dans un précédent numéro, vous l'avez fait. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de vos méthodes et de vos règles déontologiques? Bim, il l'attendait au tournant. C'est pas tant qu'il a improvisé ça, c'est qu'il a fait le boulot avant, il a préparé. Il avait déjà cet élément. Il fallait savoir, pour arriver à ce point-là, que dans ce cache investigation sur LVMH, elle était allée devant son domicile, qu'elle avait parlé avec la femme de ménage, etc. Donc en fait, il part de quelque chose qu'il connaît, qu'il a remarqué, et il va amener, j'ai presque envie de dire, sa proie, en fait, à se contredire, à se fourvoyer sous vos yeux, ce qui va lui faire perdre crédibilité. Petite parenthèse, ce qui est très intéressant, c'est que maintenant qu'elle est quelque part, qu'elle est rentrée dans ce tunnel, dans cette souricière et qu'elle s'est fait attraper, là, du coup, au lieu de lui demander si elle condamne les techniques d'investigation des confrères, il est
carrément en train de remettre en doute ses techniques de travail et sa déontologie. On est passé de est-ce que vous validez ce que les autres ont fait à vos méthodes, en fait, elles sont tout à fait questionnables. Et ça, c'est uniquement possible parce qu'elle, elle a avancé dans son piège. Alors, il ne s'agit pas de son domicile principal en l'occurrence, il s'agit d'un de ses domiciles. Et je crois que Monsieur Pech en a plusieurs. Je ne sais pas si tu as des précisions là-dessus, Sophie. Regardez ce qu'elle vient de faire ici et ne le faites pas si vous vous retrouvez sur le grill de la même manière. Elle commence déjà à bégayer. Bon, elle perd un peu ses moyens, c'est normal parce que voilà, elle se fait surprendre, mais elle est en train en fait de détourner en se tournant vers sa collaboratrice, cette petite jeune femme sur le côté qui n'a absolument rien demandé, et en lui disant «Ah, je sais pas trop, les domiciles, il en a plusieurs, est-ce que tu sais quelque chose?» Vous voyez, elle est en train en fait de déplacer la responsabilité. Et ça, c'est pas bon. Si vous vous retrouvez dans ce genre de choses, n'essayez pas de refiler le bébé, l'eau du bain, la patate chaude à la personne qui est à côté, parce qu'il est très peu probable que cette personne s'en sorte mieux que vous. Je ne sais pas si tu as des précisions là-dessus, Sophie. Euh, quand vous avez quelqu'un qui n'a pas de bureau officiel, pour le coup, Monsieur Pech, on lui a fait aussi toutes les demandes possibles et imaginables, hein. Il a même été question à un moment qu'on puisse réaliser une interview de lui, puis par la suite, malheureusement, ça n'a pas été suivi d'effet. Donc là, elle essaye un peu une armada de choses pour diluer sa responsabilité. On lui a même demandé de faire une interview. En fait, comme si le fait de lui avoir demandé de faire une interview et que finalement il est refusé, lui donnait le droit, en fait, tout à coup, de venir devant son domicile. Ah non, en fait, pas du tout. C'est-à-dire, c'est comme vous, par exemple, quelqu'un vous prend au téléphone pour vous refourguer une assurance de merde. Le fait que vous parliez 2 minutes et puis que vous dites non, mais je suis pas intéressé, ça ne donne pas le droit à cette personne de venir frapper à votre porte. Vous voyez bien que là, quand on monte le domicile de Monsieur Pech, on est à l'extérieur. Monsieur Pech n'est pas là. On montre simplement une discussion avec la femme de ménage. Je ne vais pas attendre quelqu'un pour le poursuivre devant chez lui. C'est ce que je voulais vous dire par ça. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans une dynamique de reportage. Notre reporter se rend jusque chez lui. On espère obtenir une interview. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que toute bonne communicante qu'elle est, c'est vraiment son métier. Et en face, elle a un adversaire de taille également. On a 2 big boss qui se font face, qui jouent avec des armes différentes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que toute personne qui perd ses moyens, perd ses moyens. Tu vois, quand tu te retrouves en slip devant tout le monde, t'es en slip devant tout le monde, il n'y a plus rien à faire en fait. Tout le monde te voit, tout le monde rigole. Donc, peu importe si vous êtes très très bon, si on vous chope, si on vous coince sur un angle mort, quelque chose que vous n'aviez pas préparé, eh bien, on peut vite avoir l'air un peu catastrophé. Le mieux quand c'est comme ça, c'est de ne pas essayer de faire ce qu'elle fait, à savoir commencer une petite justification, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et d'espérer que par le cumul des justifications, en fait, notre cas va s'améliorer. Non, c'est pas le cas, en fait, parce que on a une diction qui est un petit peu, qui est un petit peu saccadée, on voit qu'elle regarde à gauche, à droite, qu'elle est perturbée. À la limite, il vaut mieux, en fait, utiliser la technique où on va rester de marbre et répondre par des phrases très courtes. Notre reporter se rend jusque chez lui. On espère obtenir une interview. On l'obtiendra ou on ne l'obtiendra pas. Il peut très bien d'ailleurs nous dire à un moment « Non, je ne veux pas vous répondre et je ne vous répondrai pas ». Ok, on va s'arrêter là-dessus parce que oui, évidemment que ce mec-là lui a forcément répondu à un moment donné « Non, je ne veux pas vous répondre ». Et c'est pas parce qu'il ne lui a pas dit « Non, je ne veux pas vous répondre » qu'elle, tout à coup, ça l'autorise. Mais bon, ce qui est assez intéressant en tout cas, c'est que Charles Alonc, finalement, il a réussi véritablement à la charger. Je pense que c'était son intention dès le départ. Il ne pouvait pas savoir au préalable qu'elle allait tomber dans ce piège, mais maintenant qu'elle est tombée dedans, là, quelque part, il l'a fini. Et cet extrait, en tout cas sur la plateforme X sur lequel je regarde, a fait déjà plus de 200 000 vues. Tout le monde le sait, tout le monde le voit, donc c'est assez catastrophique. On passe à un autre extrait dans lequel on va voir une tactique tout à fait différente dans son arsenal, mais je pense que c'est intéressant de l'explorer aussi. Il y a un certain nombre de gabegies qui, je pense, ont écœuré des millions de Français. Je pense à la trentaine de directeurs qui touchent des salaires supérieurs au président de la République, plus de 200 000 euros. Je pense au salaire moyen chez France Télévisions de 72 000 euros, qui les place parmi les 9% des Français les mieux rémunérés. Je pense à la cinquantaine de directeurs qui bénéficient de véhicules avec chauffeur ou en tout cas de voitures de fonction pour des avantages en nature de plus de 30 000 euros par
personnes par an. Vous nous expliquez qu'il n'y avait pas eu d'irrégularité de gestion. On commence de la même manière avec la petite narration, le petit speech. C'est un peu comme dans les films en fait. Les personnages vont pas directement poser des questions bêtes en fait. Ils vont s'exprimer un petit peu, ils vont placer un contexte. Il y a qu'en faisant ça en fait que votre opinion elle peut changer. Parce que sinon vous êtes à l'état neutre. Donc là, il raconte quelque chose. La question n'est pas encore posée, vous avez déjà une opinion. Évidemment, quand on prend les différents chiffres qu'il balance, les ordres de grandeur, les disparités, etc., tout de suite, on va se dire « Ah ouais, en effet, c'est abusé », parce qu'il nous a amené à penser ça. D'accord? Donc, faites bien attention à ça, parce que autant une personne peut utiliser cet outil pour faire le bien, autant une autre personne pourrait l'utiliser pour faire le mal. Lui, Charles Aloncle, il l'utilise ici justement pour mener son interrogatoire. Il sait que c'est pas juste lui et la personne en face, c'est lui, la personne en face et tous les gens qui vont regarder. Et ces gens, ils sont nombreux. On l'a déjà exploré dans l'autre vidéo que je vous inviterai à regarder à la fin, mais il y a cette notion de spectacle, de spectateur. C'est pas juste une commission d'enquête à huis clos, c'est regardé par tout le monde. J'ai entendu le président de la 3e chambre de la Cour des comptes la semaine dernière qui nous expliquait que ces situations étaient qualifiées de très avantageuses, de généreuses et que les missions réalisées ne justifiaient pas ces niveaux de salaire. Très intéressant ici dans sa narration, il fait intervenir une tierce personne, une figure d'autorité, pour justement asseoir ce qu'il essaye de vous montrer en fait, asseoir que le fait que c'est véritablement abusé, puisque j'ai demandé à un tel, je ne sais pas qui c'est exactement cette personne, mais lui-même a dit que c'était très généreux et que c'était du jamais vu. C'est un peu comme quand quelqu'un essaie de vous convaincre d'un truc et que, comme argument, on va dire donc les plus grands scientifiques disent cela. On rajoute du poids puisqu'on fait intervenir des figures d'autorité. On vous met un mec en blouse blanche, on vous met un expert de je ne sais quoi, on vous met un mec qui a écrit des livres, et tout à coup, c'est plus juste vous qui pensez ça, c'est vous plus cette personne qui s'y connaît un max. Madame la Présidente, est-ce que vous comptez vous attaquer à ces avantages qui sont hors de propos, en tout cas sont considérés par nombre de Français comme des gabegies, surtout eu égard aux résultats financiers très compliqués de France Télévisions. Charles Aloncle, ici, il a placé un cadre, en fait. On parle de cadre en communication, c'est-à-dire qu'il vous a amené à voir les choses d'une certaine manière. Imaginez, c'est un peu comme le cadre qu'il y a autour de moi et derrière moi. On pourrait imaginer que d'un claquement de doigts, le cadre il change et que tout à coup je sois à la plage ou que tout à coup je sois à la montagne. En fait, c'est le contexte dans lequel vous êtes amené à percevoir les choses. Donc là, il vient de placer un cadre tout à fait négatif en ce qui concerne les rémunérations des dirigeants de France Télévisions. Et vous, maintenant, vous allez penser dans ce cadre, en fait. Et il faut comprendre une chose, c'est que la personne qui pose les cadres, qui modifie le cadre, eh bien, c'est la personne qui a le plus de pouvoir dans l'interaction. C'est la personne qui domine dans l'interaction. Donc vous, quand vous êtes dans une situation de communication, c'est toujours à votre avantage si vous avez cette capacité à définir ce qu'est le cadre. Parce qu'une fois que le cadre est défini, a été posé, eh bien, c'est très compliqué pour le changer. On l'a vu tout à l'heure, Élise Lucet, dans l'extrait précédent, elle s'est débattue pour essayer de rétro-pédaler et démonter ce qui avait déjà été posé là. La personne qui parle la première, qui s'exprime la première et qui s'exprime bien, peut justement placer un cadre et tout à coup, maintenant, on subit ce cadre. Elle-même, maintenant, je ne sais pas ce qu'elle va dire, cette patronne Delphine Ernotte, mais elle est quelque part coincée à l'intérieur. Je comprends tout à fait que les éléments ici du rapport de la Cour des comptes interpellent, et je comprends aussi que quand on parle salaire, quelle que soit sa position, et j'imagine qu'en tant que député, vous devez aussi le vivre, les Français se questionnent. Donc là, elle commence déjà à nager, elle sort les rames un petit peu. Encore une fois, on a ce truc qu'on a vu tout à l'heure où elle va dire « Oui, vous aussi les députés, en gros, nous, on a ce problème où en fait on a plein d'avantages en nature, mais vous, c'est un peu la même chose en fait. » Et encore une fois, avec cette petite phrase-là, elle cherche d'une part à détourner l'attention. C'est en gros, par ton questionnement et par ton cadre, là, tu es en train de m'attaquer. J'ai envie de toi de te mettre dans mon cadre en fait. Comme j'ai essayé de le dire, mais peut-être un peu rapidement tout à l'heure, donc je vais reprendre, c'est un point en effet très important. Les rémunérations à France Télévisions, les rémunérations moyennes, sont avant tout le fruit de l'histoire. Et notamment de l'accord de 2013. Voilà, encore une fois, on a une manière de se défendre où
quelque part, on va rejeter la responsabilité. Bah, c'est pas moi qui choisis, c'est pas moi la présidente, c'est l'histoire. C'est dans un vieux grimoire, à la page 251, paragraphe 3, alinéa 2, vous avez cette loi qui vous dit que ça doit être comme ça. Et en fait, on n'a jamais pensé à le changer. En fait, c'est incroyable, tu vois. Donc, c'est assez marrant parce que dans beaucoup de cas, il va y avoir cette façon de se défendre. Donc, c'est pas moi je suis arrivé et c'était déjà écrit comme ça. En tout cas, ce que je veux que vous reteniez ici, c'est cette notion de cadre et qu'il est toujours plus avantageux d'être la personne qui pose le cadre. C'est vous qui allez du coup diriger la conversation, décider de où va la conversation et à l'avantage de qui. Je vous donne un exemple de la vie de tous les jours. Vous êtes en rendez-vous amoureux avec une personne que vous ne connaissez pas et vous dites à cette personne, vous parlez de cuisine par exemple, de ce que vous aimez manger, et vous dites à cette personne, bah tiens, qu'est-ce que tu me ferais à manger si tu m'invitais chez toi? En fait, en faisant ça, en ayant parlé de cuisine et en disant cette phrase en particulier, j'établis le fait que cette personne va m'inviter à la maison en fait et qu'elle va cuisiner pour moi. Ça a été dit et du coup, la personne en fait, elle va ensuite avoir ce cadre qui est posé pour elle, va pas forcément penser à dire ah mais attends, j'ai pas dit que je t'inviterai à la maison ou j'ai pas dit que je cuisinerai pour toi. Ça, ce serait réfuter le cadre. La personne va peut-être tout de suite être induite par le cadre que vous avez posé et commencer à dire attends, bah, je pourrais faire tel plat, je pourrais faire tel plat. Et même si ça n'a pas encore eu lieu, on est en train de créer une forme de réalité. Même si ce n'est que verbal et que ce n'est qu'hypothétique, on est déjà dans une sorte d'acceptation. Donc ça, ce sont des choses en communication qui sont tout à fait intéressantes. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir. Mettez un like d'ailleurs sur cette vidéo. Et si vous voulez que je continue cette série, que j'analyse d'autres techniques d'interrogatoire, ce serait avec plaisir. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas également à commenter pour dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Et nous, on se parle bientôt.